L'hiver 1474 s'annonçait particulièrement rude dans les Balkans. Pendant que la neige recouvrait les forêts de Moldavie, le sultan Mehmed II préparait une vengeance qui devait être écrasante. Cet homme qu'on surnommait déjà le Conquérant venait de prendre Constantinople 20 ans plus tôt. Il avait vaincu les Byzantins, soumis la Serbie, écrasé la Bosnie. Son empire ottoman s'étendait sur 3 continents. Ses janissaires terrorisaient l'Europe entière. Quand il pointait du doigt une principauté sur une carte, cette principauté disparaissait généralement sous les sabots de sa cavalerie dans les mois qui suivaient. Mais en 1474, un petit prince lui avait manqué de respect. Étienne III de Moldavie, qu'on appelait aussi Stéphane Selmar, avait osé défier l'autorité du sultan. Il avait cessé de payer le tribut annuel de 2000 pièces d'or que la Moldavie devait à la Sublime Porte. Pire encore, il s'était mêlé des affaires de Valachie, la principauté voisine que Mehmed considérait comme sa propriété. Étienne avait renversé le prince installé par les Ottomans pour placer son propre candidat sur le trône valaque. En décembre 1474, ce petit prince avait même vaincu une armée ottomane de 12 000 hommes, accompagnée de 6 000 valaques. Pour Mehmed II, c'était une insulte qu'aucun sultan ne pouvait tolérer. La Moldavie devait servir d'exemple. Le sultan ordonna donc à Hadim Suleyman Pacha, son gouverneur de Roumélie et l'un de ses meilleurs généraux, de rassembler une force colossale. Les chroniques de l'époque varient sur les chiffres exacts, mais les sources polonaises et vénitiennes s'accordent sur un point. L'armée qui se dirigeait vers la Moldavie comptait entre 100 000 et 120 000 soldats. C'était une force gigantesque pour l'époque, équivalente à une petite nation en marche. Suleyman Pacha n'était pas n'importe quel commandant. Eunuque hongrois devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire, il avait mené des campagnes victorieuses en Albanie où il venait de terminer le siège de Shkodër contre les Vénitiens. Ses troupes comprenaient les redoutables janissaires, cette infanterie d'élite recrutée parmi les enfants chrétiens, convertis de force à l'islam et entraînés dès leur plus jeune âge pour devenir des machines de guerre. Il disposait aussi des spahis, la cavalerie lourde ottomane qui constituait l'épine dorsale des armées du sultan, et des akinsi, ces cavaliers légers qui servaient d'éclaireurs et terrorisaient les populations civiles lors des raids. L'armée ottomane rassemblée à Sofia en décembre 1474 était une démonstration de puissance. Les janissaires marchaient en rang serré, leurs uniformes impeccables et leurs arquebuses sur l'épaule. Les spahis paradaient sur leurs chevaux caparaçonnés, leurs armures scintillant sous le soleil hivernal. Les Akinci riaient et plaisantaient, impatients de piller les riches terres moldaves. Derrière eux venaient les unités de soutien, les cuisiniers, les médecins, les ingénieurs, les porteurs de munitions. L'Empire ottoman avait développé une logistique militaire sans égale en Europe. Chaque corps avait sa fonction précise, chaque homme savait ce qu'il devait faire. Suleyman Pacha recevait ses ordres directement du sultan. La mission était claire, traverser la Moldavie, écraser les forces d'Étienne, prendre sa capitale, Sussava et ramener ce prince rebelle enchaîné à Constantinople. Les Ottomans ne s'attendaient pas à une vraie bataille. Comment 40 000 Moldaves, dont les 3/4 étaient des paysans mal armés, pourraient-ils tenir face à l'armée la plus disciplinée et la mieux équipée du monde? De l'autre côté, en Moldavie, Étienne III n'avait rien d'un prince ordinaire. Né en 1433, il avait grandi dans une région où la survie exigeait une intelligence aiguë et un courage sans faille. La Moldavie était coincée entre 3 puissances qui toutes voulaient la contrôler ou la détruire. L'Empire ottoman au sud, la Pologne au nord et la Hongrie à l'ouest. Depuis son accession au pouvoir en 1457, Étienne avait compris qu'un petit pays ne survivait qu'en jouant sur les divisions de ses ennemis et en utilisant son territoire comme une arme. Le prince moldave était petit, de taille, rouquin, Rabelais selon les chroniqueurs de l'époque. Mais ce corps trapu cachait un esprit militaire exceptionnel. En 17 ans de règne, il avait déjà remporté plusieurs victoires contre des ennemis plus puissants. Il avait repoussé les Hongrois en 1467, battu les Tatars de Crimée en 1470, et maintenant, il s'apprêtait à affronter la plus grande menace de toutes. Étienne connaissait son territoire comme sa poche. Chaque forêt, chaque rivière, chaque colline de Moldavie était gravée dans sa mémoire. Il savait exactement où le terrain devenait marécageux en hiver, où les routes se transformaient en bourbiers
où les forêts étaient assez denses pour cacher des troupes. Il avait aussi compris une vérité fondamentale de la guerre. Un petit pays ne bat pas une grande armée en l'affrontant directement. Il la bat en l'affaiblissant d'abord, en la frustrant, en la fatiguant, et ensuite seulement en la frappant au moment et à l'endroit de son choix. Quand les espions moldaves rapportèrent qu'une armée ottomane gigantesque se dirigeait vers eux, Étienne réunit immédiatement son conseil de guerre. Les boyards, ces nobles moldaves, qui formaient l'aristocratie locale, n'étaient pas tous convaincus. Certains proposaient de négocier, d'autres voulaient enfuir en Pologne et demander asile. Mais Étienne refusa catégoriquement. Il avait demandé de l'aide aux autres princes chrétiens d'Europe. La Hongrie et la Pologne lui avaient promis leur soutien, mais ces promesses s'étaient révélées creuses. Quelques mercenaires hongrois et polonais étaient arrivés, mais c'était tout. Le pape lui-même avait encouragé la résistance chrétienne face aux Ottomans, mais sans envoyer un seul soldat. Étienne se retrouvait donc seul avec ses 40 000 hommes. Environ 10 000 étaient des soldats professionnels, des boyards et leurs gardes, entraînés au combat depuis l'enfance. Les 30 000 autres étaient des paysans qu'on avait arrachés à leurs champs, qu'on avait équipés de lances, d'arcs ou de simples bâtons. Beaucoup n'avaient jamais participé à une vraie bataille. Face à eux se dressaient 120 000 soldats ottomans, dont les meilleurs guerriers de l'Empire. Les mathématiques étaient cruelles. 3 Ottomans pour chaque Moldave. Mais Étienne n'avait pas l'intention de jouer selon les règles de l'arithmétique. En décembre 1474, l'armée ottomane franchit la frontière moldave. Süleyman Pacha s'attendait à trouver des villages prospères où ses hommes pourraient se ravitailler. Il trouva des cendres. Étienne avait mis en œuvre la tactique la plus brutale et la plus efficace de l'histoire militaire, la politique de la terre brûlée. Le prince moldave avait ordonné l'évacuation complète de toutes les populations et du bétail vers le nord du pays, dans les montagnes. Les paysans moldaves avaient reçu l'ordre de brûler leurs propres maisons, leurs granges, leurs récoltes. Tout ce qui pouvait nourrir un soldat ottoman devait être détruit. Les puits furent empoisonnés ou comblés, les routes furent sabotées, les ponts sur les rivières furent détruits. Même les forêts n'offraient plus de refuge, car les Moldaves connaissaient chaque sentier et avaient posté des archères dans les arbres. Pour Süleyman Pacha, la progression devint un cauchemar logistique. Son armée avançait dans un pays fantôme, pas un village intact, pas une source d'eau potable, pas une poule à voler. L'hiver moldave mordait férocement. Les températures chutaient bien en dessous de zéro. Les soldats ottomans, habitués au climat plus doux des Balkans méridionaux, souffraient du froid. Leurs uniformes n'étaient pas conçus pour un tel climat. Chaque nuit, des hommes mouraient de froid dans leur sommeil. Mais le pire, c'étaient les embuscades. Des groupes de cavaliers moldaves surgissaient de nulle part, tuaient une dizaine d'Ottomans et disparaissaient avant qu'on puisse riposter. Les Akinci, ces éclaireurs ottomans, qui étaient censés protéger l'armée, se retrouvaient eux-mêmes chassés. Des archers moldaves cachés dans les forêts décochaient à leurs flèches sur les colonnes en marche, semant la confusion. Quand les Ottomans tentaient de poursuivre ces fantômes, ils se perdaient dans les bois ou tombaient dans des pièges. Süleyman Pacha commençait à comprendre qu'il était tombé dans quelque chose de plus complexe qu'une simple campagne punitive. Le général ottoman était un homme expérimenté. Il avait mené des sièges, gagné des batailles. Mais là, il affrontait un type de guerre qu'il ne maîtrisait pas. Chaque jour, son armée perdait des hommes. Pas beaucoup à chaque fois, quelques dizaines ici, une centaine là. Mais l'accumulation était terrible. En quelques semaines, plusieurs milliers d'Ottomans étaient morts, sans avoir livré une seule vraie bataille. Le moral des troupes commençait à chanceler. Les janissaires, d'habitude si disciplinés, murmuraient entre eux. Les spahis regardaient nerveusement les forêts qui les entouraient. Même les Akinci, ces guerriers intrépides, hésitaient maintenant à s'aventurer trop loin des colonnes principales. La faim devenait un problème sérieux. Les réserves qu'ils avaient emportées de Sofia s'épuisaient rapidement. L'armée devait continuer à avancer, car rester sur place signifiait mourir de faim. C'est alors que les éclaireurs ottomans rapportèrent une bonne nouvelle. Près de la ville de Vaslui, dans l'est de la Moldavie, ils avaient repéré des villages intacts. Il semblait qu'Étienne n'avait pas eu le temps de détruire cette région. Süleyman Pacha ordonna immédiatement de changer de direction. Son armée se dirigea vers Vaslui, attirée par la promesse de nourriture et d'abri. Ce que Süleyman ne savait pas, c'est que ces villages intacts n'étaient pas un oubli. C'était un appât.
Vaslui se trouvait dans une région particulière de la Moldavie. La rivière Barlad traversait la zone, créant une vallée qui formait un demi-ovale naturel. De chaque côté de cette vallée s'élevaient des collines couvertes de forêts denses. Pour traverser la rivière Barlad et atteindre les villages près de Vaslui, l'armée ottomane devait franchir un pont de bois appelé Podul Inalt, qui signifie le haut pont. Étienne avait choisi ce lieu pour une raison précise. Son père, Bogdan II, avait remporté une victoire contre les Polonais à cet endroit exact en 1450. À 17 ans, Étienne lui-même avait combattu aux côtés de Vlad l'Empaleur dans cette même vallée. Il connaissait chaque mètre carré du terrain. Il savait que le centre de la vallée devenait marécageux en hiver, que la boue pouvait engloutir un cheval jusqu'au ventre, que les collines boisées offraient des positions parfaites pour des archers. Le prince moldave avait installé son camp principal près de Vaslui, attirant délibérément les Ottomans vers ce terrain qui allait devenir leur tombeau. Pendant que Süleyman Pacha et ses 120 000 hommes avançaient péniblement à travers la Moldavie dévastée, Étienne préparait méticuleusement son piège. Il positionna ses canons pour couvrir le pont. Il cacha ses archers et ses paysans armés dans les forêts sur les 3 côtés de la vallée. Il plaça sa cavalerie lourde, composée des meilleurs guerriers boyards, dans les bois également, prête à charger au signal. Au centre de la vallée, Étienne disposa son armée régulière, environ 10 000 soldats professionnels. Mais contrairement à ce que Süleyman allait croire, ces soldats avaient reçu des instructions très précises. Ils devaient reculer lentement face à l'avancée ottomane. Pas fuir, juste reculer progressivement en combattant. Le but était d'attirer les Ottomans au centre de la vallée, dans les marécages, sous le feu des 3 côtés. Étienne avait aussi recruté des musiciens. Leur rôle serait crucial. Ils devaient se placer au milieu de la vallée et jouer leurs tambours et leurs trompes aussi fort que possible pour donner l'impression qu'une armée massive attendait. Là, le prince moldave misait sur le fait que les Ottomans, après des semaines de frustration et de combats d'escarmouches, seraient impatients d'enfin affronter l'armée moldave dans une bataille rangée. Le 9 janvier 1475, l'armée ottomane arriva en vue de Podul Inalt. Süleyman Pacha scruta la vallée depuis les hauteurs. Il voyait le pont, la rivière gelée par endroits, et au loin, ce qui semblait être le camp moldave. Le général ottoman réunit ses commandants. Certains d'entre eux exprimèrent leur inquiétude. Les forêts qui entouraient la vallée pouvaient cacher des embuscades. Le terrain semblait difficile. Ne serait-il pas plus prudent de contourner la zone ou d'attendre des renforts? Mais Süleyman était sous pression. Son armée mourait de faim. Le moral s'effondrait. Il devait remporter une victoire rapidement. Et voilà que les Moldaves lui offraient enfin une bataille ouverte. Le général ottoman ordonna que l'attaque commence le lendemain matin. Cette nuit-là, dans le camp turc, les soldats affûtaient leurs armes, les janissaires vérifiaient leurs arquebuses, les spahis donnaient du grain à leurs chevaux. Chacun savait que le lendemain verrait probablement la fin de cette campagne désastreuse. Dans le camp moldave, Étienne passa la nuit à vérifier ses dispositions. Il marchait entre ses hommes, parlant aux archers cachés dans les forêts, encourageant ses cavaliers, rassurant les paysans terrifiés. Le prince savait que tout devait fonctionner parfaitement. Un seul faux pas et son armée serait écrasée par le nombre. Mais s'il réussissait, la victoire serait totale. L'aube du 10 janvier se leva sur une scène de cauchemar pour les Ottomans. Un brouillard épais recouvrait la vallée, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Le froid était mordant, l'air humide pénétrait jusqu'aux os. Les soldats ottomans se réveillèrent dans le gel, leurs doigts engourdis, leurs muscles raides. Beaucoup avaient mal dormi, l'angoisse du combat à venir les tenant éveillés. Süleyman Pacha ordonna le début de l'offensive. Les janissaires furent placés en tête de colonne, suivis par l'infanterie lourde, puis les spahis et enfin les akinci. L'armée ottomane commença à franchir le pont de Podulinal. Le pont de bois gémissait et craquait sous le poids de tant d'hommes et de chevaux. Les premiers contingents traversèrent sans encombre et s'enfoncèrent dans la vallée brumeuse. C'est alors que les tambours commencèrent à résonner. Un son sourd, répétitif, presque hypnotique. Puis les trompes se joignirent au concert, leurs notes graves et puissantes résonnant dans la vallée. Dans le brouillard, on ne pouvait rien voir, mais le vacarme donnait l'impression qu'une armée immense attendait au centre de la vallée. Süleyman, croyant avoir localisé la position de l'armée moldave, ordonna à ses troupes d'avancer plus rapidement. Des milliers d'Ottomans s'engagèrent dans la vallée. Les premiers rangs distinguèrent bientôt à travers le brouillard les soldats moldaves. L'armée régulière d'Étienne se tenait là en formation, leurs bannières flottant dans le vent glacial. Pour Süleyman, c'était le moment qu'il attendait depuis des semaines. Enfin, une bataille frontale où la supériorité numérique ottomane pourrait s'exprimer.
Il ordonna la charge générale. Les tambours de guerre ottomans battirent le rythme de l'assaut. Les janissaires avancèrent en rang serré, leurs arquebuses prêtes. L'infanterie lourde les suivait, boucliers levés et épées dégainées. La cavalerie commença à accélérer sur les flancs. C'était le moment que les Ottomans attendaient depuis le début de cette campagne désastreuse. La chance d'écraser enfin cet ennemi insaisissable. Mais au moment où les premiers Ottomans arrivèrent à portée de combat, les Moldaves commencèrent à reculer. Pas en fuyant, mais en reculant en bon ordre, continuant à tirer des flèches, continuant à harceler les Ottomans. Sulayman interpréta cela comme un signe de faiblesse. Il ordonna à ses hommes d'accélérer l'avance. De plus en plus d'Ottomans se déversèrent dans la vallée, suivant leurs camarades qui poursuivaient les Moldaves, apparemment en déroute. C'est alors que le piège se referma. Le premier coup vint de l'artillerie moldave. Les canons qu'Étienne avait soigneusement positionnés pour couvrir le pont ouvrirent le feu. Les boulets de canon frappèrent le pont de bois, le réduisant en morceaux. En quelques minutes, la principale voie de retraite ottomane était coupée. Les soldats qui tentaient encore de traverser tombèrent dans les eaux glacées de la Barlade. Puis les archers moldaves entrèrent en action. Depuis les trois côtés de la vallée, depuis les forêts où ils s'étaient cachés toute la nuit, des milliers de flèches s'abattirent sur l'armée ottomane. Les Moldaves utilisaient des arcs composites capables de percer une armure à courte distance. Le brouillard qui avait gêné les Ottomans ne posait aucun problème aux archers moldaves, car ils tiraient sur une masse compacte de soldats coincés dans la vallée. Les Ottomans essayèrent de riposter, mais leurs arquebuses étaient moins efficaces dans le brouillard et l'humidité. Beaucoup de poudre était mouillée et refusait de s'enflammer. Les archers ottomans tentèrent de tirer en retour, mais ils ne pouvaient même pas voir leurs cibles cachées dans les forêts. Pendant ce temps, les flèches moldaves continuaient à pleuvoir, semant la mort et la confusion. Sulayman Pacha comprit trop tard qu'il était tombé dans une embuscade magistrale. Il ordonna à sa cavalerie de charger les positions moldaves sur les flancs pour faire taire ces archers maudits. Les Spahis et les Akinci galopèrent vers les collines boisées, mais le terrain devenu marécageux ralentit considérablement leur progression. Les chevaux pataugeaient dans la boue jusqu'au ventre, leurs cavaliers pestant et fouettant leurs montures. Certains chevaux tombèrent dans des fosses cachées, projetant leurs cavaliers dans la boue glacée. Et c'est là que la cavalerie lourde moldave chargea. Du haut des collines, les boyards et leurs guerriers montés déferlèrent sur les cavaliers ottomans embourbés. Le choc fut terrible. Les cavaliers moldaves, frais et reposés, heurtèrent de plein fouet les Ottomans désorganisés et épuisés. Les lances moldaves transpercèrent les armures ottomanes. Les épées moldaves s'abattirent sur les casques turcs. En quelques minutes, la cavalerie ottomane qui tentait de sauver la situation fut elle-même mise en déroute. Au centre de la vallée, l'infanterie ottomane se retrouva prise au piège. Devant elle, l'armée régulière moldave qui avait cessé de reculer et chargeait maintenant. Sur les trois côtés, des flèches qui continuaient à tomber comme une pluie mortelle. Derrière, le pont détruit et les eaux gelées de la Barlade. Le terrain marécageux rendait tout mouvement difficile. Les formations ottomanes, si disciplinées d'habitude, commencèrent à se disloquer. C'est alors qu'Étienne lança sa dernière vague d'attaque. Les 30 000 paysans moldaves qui attendaient dans les forêts reçurent l'ordre de charger, armés de lances, de haches, de faux, de bâtons. Ces hommes qui défendaient leur terre natale déferlèrent des trois côtés sur l'armée ottomane désorganisée. Ils criaient, hurlaient, frappaient tout ce qui portait un uniforme ottoman. Ce n'étaient pas des soldats professionnels, mais leur nombre et leur rage compensaient leur manque de formation. L'armée ottomane se désintégra. Les formations se brisèrent. Les soldats commencèrent à fuir dans toutes les directions, cherchant désespérément une issue. Mais il n'y en avait pas. Ceux qui couraient vers le pont trouvaient des décombres et des eaux glacées. Ceux qui fuyaient vers les forêts se perdaient dans les bois ou tombaient sur d'autres groupes de Moldaves. Ceux qui restaient au centre de la vallée continuaient à recevoir des flèches et étaient taillés en pièces par la cavalerie moldave qui chargeait encore et encore. Le brouillard amplifiait l'horreur. Les Ottomans ne savaient plus d'où venaient les attaques. Ils voyaient leurs camarades tomber autour d'eux sans comprendre ce qui se passait. Les ordres hurlés par les officiers se perdaient dans le chaos. Chaque unité combattait pour elle-même, sans coordination, sans plan. C'était exactement l'inverse de ce qui faisait la force de l'armée ottomane, sa discipline et son organisation. Sulayman Pacha tenta désespérément de rallier ses troupes. Il rassembla les janissaires autour de lui et tenta de former un carré défensif. Pendant un moment, les janissaires tinrent bon, repoussant les assauts moldaves par des salves d'arquebuses.
Mais ils étaient trop peu nombreux et les munitions commençaient à manquer. Finalement, même les janissaires se brisèrent et s'enfuirent. La bataille de Vaslui dura toute la journée du 10 janvier 1475. Quand la nuit tomba enfin, la vallée ressemblait à une vision de l'enfer. Des milliers de corps jonchaient le sol marécageux, hommes et chevaux mêlés dans la mort. Le brouillard s'était levé, révélant l'ampleur du désastre ottoman. Des groupes de soldats turcs tentaient encore de s'échapper, mais les Moldaves les pourchassaient impitoyablement. Les chroniques de l'époque divergent sur le nombre exact de morts ottomans. Le chroniqueur polonais Jan V Sędzwogosz, considéré comme une source fiable, rapporte que plus de 40 000 Ottomans périrent dans la bataille. D'autres sources parlent de pertes encore plus élevées. L'historien croate Félix Petancic affirme que les 3/4 de l'armée ottomane furent détruits. Même les chroniqueurs ottomans, pourtant réticents à admettre les défaites, reconnaissent l'ampleur du désastre. Süleyman Pacha réussit à s'échapper avec quelques milliers de survivants. Le général ottoman, humilié et vaincu, dut entreprendre une retraite catastrophique vers Istanbul. L'hiver moldave continuait à tuer ses hommes. Les Moldaves harcelèrent les fuyards, tuant les traînards. Quand Süleyman atteignit enfin la sécurité du territoire ottoman, il ne lui restait qu'une fraction de l'armée qu'il avait menée en Moldavie. À Constantinople, la nouvelle de la défaite frappa le sultan Mehmed II comme un coup de tonnerre. L'homme qui avait conquis Constantinople, qui avait vaincu les plus grandes armées d'Europe, venait d'être défait par un petit prince chrétien à la tête d'une armée de paysans. Mara Branković, l'ancienne épouse de Murad II et belle-mère de Mehmed, déclara à un envoyé vénitien que cette bataille était la pire défaite jamais subie par l'Empire ottoman. La réaction de Mehmed fut prévisible, une rage froide et une soif de vengeance. Le sultan jura de détruire la Moldavie et de ramener Étienne enchaîné à Constantinople. Mais il devrait attendre une autre année pour tenter sa revanche, car reconstituer une armée capable d'envahir la Moldavie prenait du temps. Pour Étienne, la victoire de Vaslui fit de lui un héros dans toute l'Europe chrétienne. Les nouvelles de sa victoire se répandirent rapidement. Des messagers moldaves apportèrent des prisonniers ottomans au cours de Pologne, de Hongrie et même à Rome. Le pape Sixte IV, enthousiaste, décerna à Étienne le titre d'Athleta Christi, le champion du Christ. Dans ses lettres, le pape appelait le prince moldave le véritable défenseur de la foi chrétienne. Mais cette reconnaissance venait trop tard. Étienne avait demandé de l'aide avant la bataille et personne n'était venu. Maintenant que la victoire était remportée, tout le monde voulait féliciter le héros. Le prince moldave accueillit ses honneurs avec un mélange de fierté et d'amertume. Il savait que sa victoire, aussi éclatante soit-elle, n'était qu'un répit temporaire. Les Ottomans reviendraient et la prochaine fois, ils seraient encore plus nombreux. Le sultan Mehmed II ne dormit probablement pas bien pendant toute l'année 1475. La défaite de Vaslui était une tache sur son honneur, une humiliation qui devait être lavée dans le sang. Pendant 12 mois, il prépara méticuleusement sa revanche. Cette fois, il ne commettrait aucune erreur. Il ne confierait pas la tâche à un général. Aussi compétent soit-il, il dirigerait lui-même la campagne. En 1476, Mehmed rassembla une armée encore plus massive que celle qui avait été détruite à Vaslui. Les sources parlent de 150 000 hommes, peut-être plus. Les meilleurs régiments de l'Empire furent mobilisés. Les janissaires d'élite marchaient en tête. Des contingents venaient de toutes les provinces ottomanes. Les Tatars de Crimée, vassaux du sultan, envoyèrent leur cavalerie légère pour harceler les Moldaves. Étienne savait que la tempête approchait. Il avait passé l'année à renforcer ses forteresses, à entraîner de nouvelles recrues, à stocker des provisions. Il envoya une nouvelle fois des appels à l'aide aux princes chrétiens d'Europe. Cette fois, quelques renforts arrivèrent, mais bien moins que nécessaire. La Hongrie et la Pologne, jalouses du succès moldave, préféraient garder leurs armées pour leurs propres besoins. En juillet 1476, l'armée de Mehmed franchit la frontière moldave. Cette fois, le sultan ne tomba pas dans le piège de la terre brûlée. Il avait anticipé cette tactique et avait apporté d'énormes réserves de provisions. Son armée avançait lentement mais sûrement, établissant des camps fortifiés chaque nuit, évitant les embuscades. Étienne tenta de répéter son succès de Vaslui. Il harcela les Ottomans avec sa cavalerie, brûla les villages sur leur passage, empoisonna les puits. Mais cette fois, l'armée ottomane était trop bien préparée. Les pertes dues aux embuscades étaient acceptables. Mehmed avait prévu d'en perdre des milliers et avait les effectifs pour absorber ces pertes. Le 26 juillet 1476, les deux armées se rencontrèrent à Valea Albe, la vallée blanche. Cette fois, Étienne ne bénéficiait pas du terrain favorable de Vaslui.
La bataille fut acharnée et sanglante. Les Moldaves se battirent avec courage, mais ils étaient simplement submergés par le nombre. Quand la nuit tomba, l'armée moldave était en déroute. Étienne lui-même faillit être capturé et dut fuir dans les montagnes avec les survivants. Mehmed avait enfin sa victoire. Mais c'était une victoire à la Pyrrhus. L'armée moldave avait été battue, certes, mais elle n'était pas détruite. Étienne était toujours en vie et rassemblait déjà de nouvelles troupes. Plus important encore, les forteresses moldaves tenaient bon. Le sultan assiégea Suceava et Neamț, les deux principales forteresses du pays, mais elles résistèrent à tous les assauts. Et puis une calamité frappa le camp ottoman, la peste. La maladie se propagea rapidement dans l'armée entassée autour des forteresses. Chaque jour, des centaines d'Ottomans mouraient de cette mort noire. Les médecins du sultan ne pouvaient rien faire. Les cadavres s'entassaient, répandant l'infection. La puanteur était insupportable. Mehmed dut prendre la décision la plus humiliante de sa carrière, ordonner la retraite. En septembre 1476, l'armée ottomane abandonna le siège et retourna vers le territoire ottoman. Elle laissait derrière elle des milliers de morts et un pays qui, bien que ravagé, n'était toujours pas vaincu. Étienne sortit de sa cachette dans les montagnes et attaqua l'arrière-garde ottomane en retraite, tuant encore plus d'ennemis. Puis, dans un geste audacieux, Étienne envahit la Valachie voisine. Il marcha sur Braila et Bucarest, les principales villes valaques, les pilla et les brûla. Il renversa le prince pro-ottoman qui y régnait et installa son propre candidat. En quelques semaines, il avait libéré la Valachie de la domination ottomane. La bataille de Vaslui représente un moment unique dans l'histoire. C'est l'une des rares fois où une petite nation réussit à vaincre complètement une superpuissance de l'époque. La victoire d'Étienne ne fut pas due à un coup de chance ou à une erreur fortuite de l'ennemi. Ce fut le résultat d'une planification minutieuse, d'une compréhension parfaite du terrain et d'un leadership exceptionnel. Étienne avait compris des principes de guerre qui ne seront formalisés que des siècles plus tard. Il avait utilisé son territoire comme une arme, transformant chaque forêt, chaque rivière, chaque colline en un allié. Il avait refusé de combattre selon les règles de son ennemi, choisissant le moment et le lieu de la bataille. Il avait utilisé le renseignement pour anticiper les mouvements ottomans et la désinformation pour les attirer dans un piège. La technique de la terre brûlée qu'il employa était brutale pour sa propre population. Les paysans moldaves durent abandonner leurs maisons et regarder leur village partir en flammes. Mais Étienne avait compris que perdre des maisons était préférable à perdre la liberté. Les maisons pouvaient être reconstruites, la liberté perdue l'était souvent pour toujours. La bataille prouva aussi que les Ottomans n'étaient pas invincibles. Pendant des décennies, les armées du sultan avaient semé la terreur en Europe. Les janissaires étaient considérés comme les meilleurs soldats du monde. Vaslui montra qu'il pouvait être battu, et pas seulement par une autre grande puissance, mais par un petit pays déterminé. Après les événements de 1475-1476, Étienne signa une paix avec Mehmed vers 1480. Les termes n'étaient pas favorables à la Moldavie. Le prince dut accepter de payer un tribut annuel au sultan. Mais c'était un tribut d'un État indépendant, pas d'une province conquise. La Moldavie conservait son autonomie, ses lois, sa religion, son prince. Pour un petit pays coincé entre des géants, c'était déjà une victoire. En 1484, les Ottomans réussirent finalement à prendre Chilia et Cetatea Alba, les ports moldaves sur la mer Noire. Ils annexèrent cette région côtière sous le nom de Budjak. La Moldavie perdit son accès à la mer, ce qui fut un coup dur pour son commerce. Mais le cœur du pays restait libre. Étienne régna jusqu'en 1504, pendant 47 ans au total. C'est un règne remarquablement long pour l'époque et particulièrement impressionnant étant donné qu'il passa la plus grande partie de ses années à combattre des ennemis plus puissants. Il combattit les Ottomans à plusieurs reprises, les Tatars, les Hongrois et même les Polonais quand ils tentèrent d'envahir la Moldavie en 1497. Le prince moldave ne gagna pas toutes ses batailles. Il perdit à Valea Alba en 1476. Mais il gagna suffisamment de victoires pour que la Moldavie survive en tant qu'État indépendant tout au long de son règne. À sa mort en 1504, il laissa un pays plus fort qu'il ne l'avait trouvé. La victoire de Vaslui offre des leçons stratégiques qui restent pertinentes aujourd'hui. Étienne ne disposait pas de la supériorité numérique. Il ne disposait pas d'une meilleure technologie que ses ennemis. Les arquebuses ottomanes étaient supérieurs aux arcs moldaves. Les janissaires étaient mieux entraînés que les paysans moldaves. Sur le papier, les Moldaves n'avaient aucune chance. Mais Étienne compensa ces désavantages par d'autres facteurs. D'abord, la connaissance du terrain. Il choisit un champ de bataille
où les avantages ottomans en nombre et en équipement seraient neutralisés. Le terrain marécageux empêcha la cavalerie ottomane de manœuvrer efficacement. Les forêts permirent aux Moldaves de se cacher et de frapper par surprise. Le pont étroit créa un goulot d'étranglement qui transforma l'avantage numérique ottoman en désavantage. Ensuite, la préparation psychologique. Les Ottomans arrivèrent à Vaslui épuisés, affamés, démoralisés par des semaines de marche dans un pays hostile. Les Moldaves étaient reposés, bien nourris et combattaient pour défendre leurs terres. Cette différence de morale fut déterminante. Un soldat qui se bat pour sa famille et sa maison combat avec une férocité qu'aucun entraînement ne peut reproduire. Puis il y eut la ruse. Étienne utilisa les villages intacts comme appât pour attirer les Ottomans. Il employa des musiciens pour donner l'impression d'une armée plus grande. Il ordonna à son armée régulière de reculer pour attirer les Ottomans plus profondément dans le piège. Chaque élément de son plan était conçu pour tromper et désorienter l'ennemi. Enfin, le timing parfait. Étienne attendit que les Ottomans soient complètement engagés dans la vallée avant de déclencher son attaque. Il détruisit le pont au moment précis où il coupait la retraite ottomane sans empêcher le reste de l'armée d'entrer. Il lança sa cavalerie lourde exactement quand la cavalerie ottomane était embourbée et vulnérable. Il envoya ses paysans chargés quand l'armée ottomane était déjà désorganisée. Tous ces éléments ensemble créèrent la recette d'une victoire impossible. Étienne prouva qu'un général brillant avec une armée inférieure peut vaincre un commandant médiocre avec une armée supérieure. Suleyman Pacha était un bon général avec un excellent palmarès, mais il commit l'erreur de sous-estimer son adversaire et de ne pas reconnaître le piège qui se refermait sur lui. Après sa victoire, Étienne ne se laissa pas griser par le succès. Selon le chroniqueur Jan Sanksougosh, le prince moldave jeûna pendant 40 jours au pain et à l'eau. Il interdit à quiconque de lui attribuer personnellement la victoire, insistant sur le fait qu'elle avait été obtenue grâce à Dieu. Cette humilité publique était peut-être calculée, une façon de montrer sa piété dans un monde où la religion jouait un rôle central dans la légitimité politique. Mais elle révèle aussi un trait de caractère du prince. Il comprenait que la fierté excessive conduisait à la chute. En 1488, 13 ans après la bataille, Étienne fit construire le monastère de Voronezh pour commémorer sa victoire. Ce monastère est aujourd'hui célèbre pour ses fresques extérieures peintes en 1547, avec un bleu si vibrant que les historiens de l'art parlent du bleu de Voronezh comme ils parlent du rouge de Titien. La fresque du jugement dernier sur le mur ouest est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art médiéval. En 1490, Étienne construisit une autre église, celle de Saint-Jean-Baptiste à Arbor, également en mémoire de Vaslui. Le prince était un grand bâtisseur. Pendant son règne, il fit construire ou restaurer des dizaines de monastères et de forteresses. Ces constructions servaient plusieurs objectifs. Il défendait le pays, célébrait ses victoires et affirmait la foi orthodoxe de la Moldavie face aux envahisseurs musulmans. La bataille de Vaslui devint rapidement légendaire. Les chroniqueurs de toute l'Europe écrivirent à son sujet. En Pologne, en Hongrie, en Italie, dans les États allemands, les gens parlaient de ce petit prince qui avait vaincu le géant ottoman. Des ballades furent composées, des histoires racontées. Étienne devint un héros populaire, un symbole de résistance chrétienne face à l'expansion ottomane. Mais avec le temps, la mémoire de la bataille s'estompa en Europe occidentale. D'autres événements captivèrent l'attention, d'autres guerres furent livrées. Seule la Moldavie conserva vivante la mémoire de cette journée où 40 000 hommes vainquirent 120 000 soldats. Au XIXe siècle, quand la Moldavie fit partie de la Roumanie nouvellement formée, la bataille de Vaslui fut redécouverte et glorifiée. Les nationalistes roumains y virent la preuve que leur nation avait une longue et héroïque histoire de résistance. Des statues d'Étienne furent érigées dans toutes les villes. Des rues, des places, des écoles portèrent son nom. Il devint Ștefan cel Mare, Étienne le Grand, le plus grand héros national roumain. Aujourd'hui, en Roumanie et en République de Moldavie, la bataille de Vaslui reste un événement fondateur de l'identité nationale. Les écoliers apprennent l'histoire d'Étienne et de sa victoire impossible. Les historiens débattent des détails de la bataille. Les touristes visitent le site où elle s'est déroulée, essayant d'imaginer ce jour de janvier 1475 où la vallée se transforma en enfer. La bataille de Vaslui illustre plusieurs paradoxes de l'histoire militaire. Le premier paradoxe est que la victoire moldave, aussi éclatante soit-elle, ne changea pas fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans la région. L'Empire ottoman resta la puissance dominante. La Moldavie resta un petit pays vulnérable.
Un an après Vaslui, les Ottomans revinrent et infligèrent une défaite à Étienne. Le deuxième paradoxe est que la victoire de Vaslui ne sauva pas la Moldavie à long terme. Quelques décennies après la mort d'Étienne, la Moldavie devint tributaire de l'Empire ottoman. Elle ne fut jamais complètement conquise et conserva une autonomie relative, mais elle perdit son indépendance totale. Les ports de la mer Noire furent perdus. Le pays fut obligé de payer un tribut annuel et d'accepter une influence ottomane croissante sur sa politique. Le troisième paradoxe est que malgré toutes les victoires d'Étienne, la Moldavie ne put jamais vraiment s'émanciper de la menace des grandes puissances voisines. Après les Ottomans vinrent les Russes. Après les Russes vinrent les Autrichiens. La Moldavie fut constamment tiraillée entre des empires qui la considéraient comme une zone tampon ou un territoire à conquérir. Ces paradoxes soulignent une vérité cruelle de l'histoire. Les victoires militaires, même les plus brillantes, ne garantissent pas la survie à long terme d'une nation. Vaslui donna à la Moldavie quelques décennies supplémentaires d'indépendance, ce qui n'est pas négligeable. Mais elle ne put pas changer la réalité géopolitique fondamentale. Un petit pays entre des géants sera toujours vulnérable. Pourtant, ces paradoxes ne diminuent en rien la signification de la victoire. Vaslui prouva que les petites nations peuvent se défendre contre des envahisseurs plus puissants. Elle montra que l'intelligence, la préparation et le courage peuvent compenser l'infériorité numérique et matérielle. Elle donna de l'espoir à d'autres peuples confrontés à des ennemis apparemment invincibles. La bataille de Vaslui offre des leçons qui dépassent le contexte médiéval. La première leçon est que la technologie et le nombre ne garantissent pas la victoire. Les Ottomans avaient les meilleures troupes, les meilleures armes et une supériorité numérique écrasante. Ils perdirent quand même parce qu'ils sous-estimèrent leur adversaire et ne s'adaptèrent pas aux conditions locales. La deuxième leçon est l'importance de la connaissance du terrain. Étienne gagna parce qu'il connaissait chaque détail de la géographie moldave et l'utilisa à son avantage. Les Ottomans se battirent sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas et furent pris au piège. Cette leçon s'est répétée tout au long de l'histoire, du Vietnam à l'Afghanistan. La troisième leçon concerne la motivation. Les Moldaves se battaient pour leur survie, pour leur famille, pour leurs terres. Les Ottomans se battaient pour un sultan lointain dans une guerre de conquête. Quand les choses tournèrent mal, les Moldaves tinrent bon tandis que les Ottomans paniquèrent. La quatrième leçon porte sur l'importance de la stratégie asymétrique. Étienne ne pouvait pas battre les Ottomans dans une bataille conventionnelle frontale. Il changea donc les règles du jeu. Il utilisa la guérilla, la terre brûlée, les embuscades. Il transforma ses faiblesses en force et les forces ottomanes en faiblesses. Ces leçons restent pertinentes aujourd'hui. Les conflits modernes montrent régulièrement que des forces apparemment faibles peuvent vaincre des adversaires plus puissants en utilisant des tactiques asymétriques, en exploitant leur connaissance du terrain et en capitalisant sur leur motivation supérieure. La bataille de Vaslui nous rappelle aussi que l'histoire n'est pas déterministe. Les résultats ne sont pas écrits d'avance. Un général brillant peut renverser des probabilités apparemment insurmontables. Une nation déterminée peut repousser un envahisseur plus fort. Les batailles ne sont pas gagnées par celui qui a le plus de soldats ou les meilleures armes, mais par celui qui comprend le mieux comment les utiliser. Le 10 janvier 1475 fut une journée qui changea l'histoire de l'Europe orientale. Dans une vallée brumeuse de Moldavie, 40 000 hommes prouvèrent que l'impossible était possible. Ils vainquirent une armée 3 fois plus grande, mieux équipée, mieux entraînée, plus expérimentée. Ils infligèrent à l'Empire ottoman sa pire défaite depuis des décennies. Cette victoire ne sauva pas la Moldavie à long terme. Le pays finit par tomber sous la domination ottomane, puis russe, puis de nouveau sous différentes formes de contrôle étranger. Mais pendant quelques décennies, grâce à Étienne le Grand, la Moldavie resta libre. Et cette liberté valait tous les sacrifices. Étienne mourut en 1504 à l'âge de 71 ans, ayant régné pendant 47 ans. Il fut enterré au monastère de Putna, qu'il avait lui-même fondé. Sa tombe devint un lieu de pèlerinage. Des siècles plus tard, les gens viennent encore s'incliner devant la tombe du prince qui défia les empires et gagna. La bataille de Vaslui reste l'une des victoires les plus remarquables de l'histoire militaire. Elle mérite d'être étudiée non seulement pour ses aspects tactiques, mais pour ce qu'elle révèle sur la nature du pouvoir, de la résistance et de la survie nationale. Dans un monde dominé par les grandes puissances, Vaslui nous rappelle que les petites nations ont leur place et peuvent, avec du courage et de l'intelligence, défendre leur indépendance contre des adversaires apparemment invincibles.